Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le plaisir de recevoir dans l'invité du direct ce mercredi matin M. Azo Mehmel, président directeur général de Algérie Télécom. M. Mehmel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio M et merci de l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Pour m'accompagner, Hassan Haddouche, comme toutes les semaines. Bonjour Hassan. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Alors, je dis tout va bien parce que Hassan est resté sur un escalier la dernière fois dans le café presse. Il est parti en colère et je suis bien content de le voir aujourd'hui en forme. Une première question, on est au début de l'année 2016. J'imagine que vous avez clôturé vos comptes, vous êtes président du conseil d'administration, vos comptes de 2015. Est-ce que l'année 2015, sur le plan opérationnel et financier, a été une bonne année pour vous, M. Mehmel? Et pour Algérie Télécom, bien sûr. Je peux dire que c'est une bonne année, dans la mesure où nous sommes toujours dans notre... on est aujourd'hui dans un cycle de croissance. Donc on a une croissance, comme pour l'année passée, de plus de 10%. Mais on est en train de consolider nos chiffres, bien sûr. Et je pense que c'est un cycle maintenant qui va se... Alors vous consolidez vos chiffres. Consolidez vos chiffres, je vous reprends tout de suite, monsieur Mehmel. Votre chiffre d'affaires de 2014, nous avons pu le récupérer avant l'émission, il est de 75 000 milliards de dinars. Est-ce que... non, c'est 75 milliards de dinars. 1000 milliards de dinars. Est-ce que vous avez fait... je dirais que c'est le chiffre d'affaires de 2013, donc c'est pas celui de 2014. D'accord. Non. D'accord, alors y compris... Là, on est à plus que ça, on est à plus de 90 milliards. Plus que 90 oui. 000 milliards de dinars. Mais ce qui intéresse le plus, c'est un petit peu c'est le taux de croissance. Donc, je trouve que quand même pour l'entreprise, c'est une excellente chose que de rester sur ce cycle-là, sur cette tendance de croissance. Donc, depuis, maintenant c'est la deuxième année, on a une croissance de plus de 10%. Et j'espère qu'on maintiendra ce cap vu les possibilités et le potentiel du marché. Donc c'est quoi votre moteur de croissance en 2015-2016? C'est quoi Jusqu'à présent, notre objectif c'est de développer l'accès. Donc ça c'est la première problématique, donc généraliser l'accès à Internet, parce qu'aujourd'hui c'est le produit qui est demandé, donc même les pouvoirs publics sont résolument engagés dans cet objectif-là. Donc il y a cet objectif de développement et de généralisation de l'accès, malgré les contraintes, parce qu'il y a des contraintes, mais aussi, il y a aussi, une fois qu'on a l'accès, bien sûr, il ne s'agit pas de donner Internet pour des opérateurs alternatifs ou pour d'autres services, mais aussi développer un contenu et les services à valeur ajoutée qui aujourd'hui sont, je dirais, un impératif pour tout opérateur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la structure de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, entre téléphone, Internet, etc. Est-ce qu'il y a... La structure du chiffre d'affaires, vous savez, un opérateur historique, donc déjà, comme toute entreprise commerciale, on a deux catégories de clients. Il y a le grand public, il y a tout ce qui est professionnel. Donc voilà, nous sommes un petit peu à l'équilibre sur ce point-là. Maintenant, sur les différents services, la voix, comme toutes les tendances, je dirais, chez tous les opérateurs, il y a un léger déclin de la voix au niveau de la structure du chiffre d'affaires, mais le gros du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est Internet et bien sûr les services aux entreprises. Le gros du chiffre d'affaires. Donc c'est important. Internet est plus important que le téléphone. Internet est beaucoup plus important. Et là encore, ça va devenir encore beaucoup plus important, bien sûr, avec, si on introduit les services à valeur ajoutée et le contenu. Et ça, c'est la structure logique aujourd'hui des opérateurs fixes de par le monde. Vous avez ajouté tout à l'heure en préparation de cette émission que il y avait aussi un portefeuille corporate important, institutionnel important. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le contenu de cette clientèle? C'est des systèmes intégrés?
Des lignes dédiées? Il y a les services classiques, je dirais. Bon, et là aussi, dans le segment corporate professionnel, il y a deux grandes catégories de clients. Il y a les institutions. Bien sûr, il y a tout le réseau, les réseaux institutionnels, c'est des liaisons spécialisées. Mais il y a aussi même le secteur économique qui se met de plus en plus maintenant l'usage, comme je dis, Internet, si on l'utilise au niveau domestique, c'est que même au niveau professionnel aujourd'hui, toutes les entreprises ne peuvent plus se passer d'Internet. C'est toutes les entreprises qui ont des intranets et surtout pour les entreprises réparties sur le territoire national. Donc c'est des intranets, donc c'est des WAN en fait, donc c'est des réseaux étendus. Donc c'est toute cette infrastructure. C'est des liaisons spécialisées, c'est des réseaux à forte bande passante, avec bien sûr des services associés et qui aujourd'hui représentent une grande partie de nos chiffres d'affaires et qui est appelé à se développer aussi, parce que là aussi il y a une forte demande pour tout ce qui est service, vu l'usage de plus en plus important de ces technologies dans le milieu professionnel. On va parler de l'évolution de la demande en bande passante en Algérie. Hein. C'est un grand sujet, à mon avis, qui est intervenu en 2015 avec la rupture du câble à Annaba, mais qui va probablement revenir pour d'autres raisons en 2016. On va en parler dans un moment. Moi, je voulais vous poser quand même une question sur votre modèle économique. Là, on a bien compris de ce que vous avez dit, M. Mehmed. C'est quand même tiré par l'extension du réseau, par l'arrivée de nouveaux abonnés, parce qu'il y a des Algériens qui se connaissent de plus en plus. On était en retard d'ailleurs dans la connectivité. Alors, combien justement? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? C'est-à-dire sur le nombre d'abonnés, l'évolution du nombre d'abonnés? Vous avez dit 10% de croissance du chiffre d'affaires et oui, les abonnés? Les abonnés aujourd'hui sur le réseau téléphonique, nous sommes à plus de 3 300 000 abonnés. Ça c'est fin 2015. Fin 2015. Ça. Oui, fin 2015. Maintenant, les abonnés qui utilisent Internet, on est à 2 200 000, presque 300 000. Donc nous avons à peu près 400 000 qui sont sur la technologie sans fil, donc on utilise la 4G, et plus d'1 800 000 sur les accès filaires, donc de type ADSL. Le taux de pénétration de la 4G par rapport à votre fourniture Internet? Comme je l'ai dit, donc c'est 400 000 clients sur 2 200 000, donc aujourd'hui c'est pas très important. Le chiffre est appelé à croître, nous escomptons arriver à 1 million de clients en 2016, voire plus. Mais la technologie, c'est-à-dire sans fil, nous la voyons plus comme une technologie complémentaire par rapport aux technologies filaires. Donc nous préférons, on sait que c'est les réseaux fixes et les réseaux filaires qui ont vocation à fournir du haut et du très haut débit à des prix abordables, donc pour les usages domestiques ou les usages professionnels. Donc là, la technologie sans fil de type LTE, donc 4G, nous l'utilisons comme technologie complémentaire dans les zones où il sera difficile de déployer rapidement des réseaux filaires ou des zones où il ne sera pas possible de déployer des réseaux filaires. Alors on se souvient bien de ce débat au début de 2014, au moment du lancement d'Internet mobile. Nous étions quelques journalistes observateurs inquiets pour votre business model parce que vous alliez être attaqué sur le cœur de votre métier, la fourniture par ADSL. Est-ce que la 4G LTE a été la bonne réponse? Non, la bonne réponse a toujours été le déploiement du réseau filaire. Le MSA, l'ADSL, et même à l'époque, bon, c'est vrai qu'il y avait des experts qui prédisaient la prochaine disparition d'Algérie Télécom, la mort d'Algérie Télécom. Bon. On avait des raisons de s'inquiéter. Oui, mais s'inquiéter, moi je dis toujours, on ne va pas réinventer la roue. Le marché, je dirais, le monde des télécommunications, on a les mêmes usagers chez nous, c'est les mêmes personnes qui vont utiliser les mêmes technologies. Et ce qui va se passer ici, ce sera exactement ce qui s'est passé ailleurs. Il y a toujours eu une cohabitation entre les technologies mobiles et les technologies fixes. Et ça, du fait que ce n'est pas les mêmes usages, on n'adresse pas les mêmes besoins avec ces deux technologies. Donc il ne pourrait y avoir substitution de l'une par l'autre. Donc les deux technologies vont cohabiter et ça sera la même chose chez nous. Donc la preuve, c'est que c'est vrai qu'à un certain moment, avec ce débat qui a été suscité, il y avait un certain attentisme de la part des utilisateurs et des clients, mais par la suite, quand ils ont vu le modèle économique justement de la 3G, ce n'est pas un modèle qui peut satisfaire un besoin de consommation important. De consommation ni pour une entreprise ni pour un besoin domestique. Et là on revoit maintenant une forte demande, une forte pression sur
les technologies filaires. Alors tout à l'heure, la question que j'étais en train de vous poser avant que Hassan ne vous demande d'exprimer des chiffres sur les nouveaux abonnés, c'est est-ce que votre modèle n'est pas quand même protégé par l'extension? Si on était dans un modèle à périmètre équivalent, est-ce que vous n'êtes pas contraint par les tarifs? Est-ce que vous pensez que vous vendez à vos abonnés l'accès sur Internet au bon prix? Parce qu'il y a eu le choc division par deux de la connexion, Jawab, 2006. Et depuis, on n'en est pas sorti. Et il y a eu quelques voix qui se sont exprimées du côté d'Algérie Télécom et du secteur pour dire on vend, l'accès Internet est subventionné et c'est Algérie Télécom qui supporte la subvention. Et je voudrais aussi que vous confirmiez une bonne nouvelle là, qui a été publiée dans la presse ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs. Vous savez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, qui préoccupe beaucoup les gens en ce moment. Ouais. Je vous confirme que les tarifs des abonnements ne vont pas augmenter. Okay. Par contre, maintenant, si vous allez acheter un modem ou un équipement, un appareil, c'est clair que les tarifs vont suivre un petit peu les fluctuations qu'on connaît au niveau des taux de change, sachant que c'est des équipements qui sont importés, et là, il n'est pas question pour nous de subventionner des équipements ou autre chose. Par contre, les tarifs qui sont en vigueur actuellement pour les services, il n'y a pas de raison d'augmenter les tarifs. Au contraire, nous essayons aussi d'augmenter la qualité, les bandes passantes, en maintenant les tarifs. Et donc ça, c'est notre stratégie de généralisation de l'accessibilité à ces services. Je précise ma question. Ouais. Le modèle économique, la 3G, c'est un modèle, on paye ce qu'on consomme et il n'y a pas de modèle consommation illimitée. Aucun opérateur ne l'a encore proposé, si je ne me trompe pas. Dans le fixe, on est à peu près dans un modèle similaire, mais qui tend vers l'illimité, parce qu'on a des tarifs pour 5 gigaoctets sur un mois, ça devient plus important. Est-ce que c'est soutenable au prix où vous achetez la bande passante à l'international? Aujourd'hui, c'est soutenable, nous considérons que c'est soutenable pour les débits que nous offrons aujourd'hui. Mais c'est clair que maintenant, si les clients demandent des débits supérieurs, les bandes passantes supérieures, c'est en fonction du débit aussi. Alors, on vous offre un débit donné, c'est de l'illimité par rapport à ce débit. Maintenant, vous voulez des débits supérieurs, il faut payer le coût de revient. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est soutenable. Mais je dis, il viendra une limite. Il y a une asymptote qu'on va atteindre à un certain moment quand on aura développé la connectivité. Et là, pour les opérateurs par la suite, c'est clair qu'il faut développer d'autres services, d'autres contenus pour escompter une croissance. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les marchés où il y a une maturité du marché par rapport à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Très bien. Moi, je voudrais revenir un petit peu, peut-être essayer de développer un petit peu vous permettre de développer votre réflexion sur le modèle économique d'Algérie Télécom. Je vais raconter une anecdote très rapidement, justement, pour planter un petit peu le décor. Moi, j'étais dans le bureau du président de la COSOB il y a quelques années, à l'époque où Algérie Télécom, justement, avait réaliser des emprunts obligataires. Et le président de la COSOB avait était fâché, après Algérie Télécom, justement parce qu'Algérie Télécom ne répondait pas aux remontrances qui étaient d'ailleurs successives, de la COSOB au sujet des obligations de transparence, qui sont associées à l'émission, à la pratique des émissions obligataires, c'est-à-dire sur le marché financier. Ils ne publient pas leurs résultats, on leur demande de publier régulièrement leurs résultats financiers, etc. Et bon, ils ne les publient pas, ils ne répondent pas. Bon, alors justement, moi je voudrais qu'on se situe un petit peu dans ce cadre-là. En termes de rentabilité, est-ce que vous avez, vous, des indicateurs de rentabilité? C'est-à-dire, vous savez si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez? Vous avez des repères à nous donner? Si Algérie Télécom ne le donne pas à la COSOB, à mon avis, elle ne va pas le donner à Hassan Haddouche, à la radio. Je ne sais pas, est-ce que c'est des informations qui existent, qui sont confidentielles? Je vais vous dire. Maintenant, nous nous soumettons aux obligations réglementaires en termes de publication de résultats, en termes de données que nous sommes censés publier ou transmettre à qui de droit. Nous sommes une entreprise commerciale, nous sommes régis par le code de commerce. Nous tenons donc, nous arrêtons un bilan, nous déposons nos comptes chaque année. C'est vrai qu'à un certain moment, parce que ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est qu'Algérie Télécom est une entreprise jeune. Elle a été créée en 2003, donc elle est née de la restructuration du secteur.
Et c'est clair que la restructuration du secteur s'est faite trop vite. C'est vrai, elle s'est faite sur le tard. Pratiquement tous les marchés des télécoms se sont restructurés en début et milieu des années 90. Avec l'avènement d'Internet et de la téléphonie mobile, c'est là qu'il y a eu toutes les je dirais, dérégulation au niveau des marchés. On a vu la naissance des opérateurs, on a vu les ventes de licences un peu partout dans le monde. Nous, malheureusement, la situation qui prévalait à l'époque ne permettait pas de le faire. On l'a fait un peu tard, mais on l'a fait aussi trop vite. Donc Algérie Télécom n'avait pas à l'époque les compétences qui lui permettaient d'avoir ces réflexes maintenant d'une entreprise commerciale. On est partie d'une administration publique, on va vers les mécanismes et les réflexes que devrait avoir une entreprise commerciale. Au début, on ne les avait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis que nous arrêtons nos comptes dans les délais légaux, nous les transmettons au centre du registre commerce, le plus normalement du monde. Maintenant, l'aspect publication, rien ne nous oblige à publier nos comptes aujourd'hui. Maintenant, si on était une entreprise cotée en bourse, et là, vis-à-vis nos actionnaires, bien sûr, comme le font toutes les entreprises de par le monde, qui ont ils sont cotés en bourse, on est obligé de publier des rapports trimestriels. S'il y a des soucis, on est obligé de publier des warnings ou des... L'épisode qu'évoque Hassan Haddouche, c'est quand même lié à la phase de l'emprunt obligataire qui soumettait Algérie Télécom à l'époque. Là encore, pour ce qui est de la transparence, on est tout à fait transparent. Et même avec la COSOP, d'ailleurs, la preuve, vous êtes tout à fait transparent, mais vous ne voulez pas me dire si vous gagnez de l'argent, si vous perdez de l'argent. On gagne de l'argent, on n'est pas déficitaire. Ouais. Ah d'accord. Donc vous gagnez de l'argent. Chaque année, on fait un bilan, il y a une croissance. Pour l'instant, on n'a jamais été déficitaire. Donc, et nous arrivons jusqu'à présent à faire face à nos investissements. Et chaque année, nous arrêtons quand même un plan d'investissement assez conséquent sur fonds propres. Puisqu'on a évoqué ce chapitre financier, vous n'êtes pas déficitaire en tant qu'Algérie Télécom, mais est-ce que vous ne restez pas déficitaire quand vous consolidez avec votre filiale du Mobilis? Même la filiale mobile, elle n'est pas déficitaire du tout, elle n'a jamais été. Donc là aussi, en tant que groupe, nous sommes quand même une entreprise qui affiche une bonne santé financière. Et surtout, s'agissant d'entreprises qui activent dans un secteur d'activité où nous sommes quand même soumis à un cycle d'investissement qui est très fort. Par exemple, vu, je dirais, les cycles d'obsolescence qui sont très courts. La technologie évolue très vite. Et là, nous sommes obligés de rester dans un cycle d'investissement pour pouvoir rester... Moi, c'est là que je voulais en venir. Voilà. Oui, votre principale contrainte, c'est celle-là, c'est celle de l'investissement. Même là, nous faisons face à cette contrainte le plus normalement du monde et nous n'avons pas de soucis particuliers. Alors, votre programme d'investissement, c'est quoi? C'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez des programmes d'investissement sur quelle périodicité? Sur 5 ans? Sur combien d'années? Nous arrêtons des business plans sur 5 ans. Ça, c'est par rapport à la croissance de l'entreprise. Donc, en termes de développement, on a une vision stratégique sur le positionnement de l'entreprise. Nous accompagnons aussi quand même le programme de développement des pouvoirs publics par rapport à l'introduction de ces technologies, la généralisation du haut et très haut débit. Il y a aussi tous les développements qui sont en train d'être faits, on constate quand même par les administrations publiques. Nous accompagnons aussi le secteur de toute l'administration publique, et il y a aussi le secteur économique. Maintenant, la contrainte, bien sûr, comme j'ai évoqué tout à l'heure, quand vous avez un territoire aussi étendu, donc les investissements sont proportionnels à cette étendue-là pour pouvoir réaliser ces infrastructures. À quelle demande de bande passante supplémentaire vous attendez la croissance de la bande passante? J'ouvre une parenthèse. Sonelgaz a la CREG pour lui dire la consommation d'électricité sur les 5 prochaines années va augmenter de tant. Hein. Est-ce que vous avez une projection sur quelle va être l'augmentation de la demande sur les 2 prochaines années, par exemple? Les 2 prochaines années, je pense que la bande passante va doubler par rapport à ce que nous consommons aujourd'hui. Doubler? Oui, elle peut doubler. Aujourd'hui, cette semaine, on a passé le cap des 500 gigabits. Là, on est à 505 gigabits de bande passante internationale. Elle peut être amenée à doubler, parce que, c'est pour ça que je vous ai dit, l'usage, contrairement à la téléphonie, où on peut modéliser les besoins en bande passante,
vu que c'est un service qui utilise une bande passante fixe. Et là, le modèle économique fait que on sait qu'une population, un usager donné, utilise le téléphone pendant une période donnée. Bon. Monsieur Mehmet, si ça va trop vite, est-ce que vous n'allez pas être tenté de limiter l'accès à la bande passante d'une façon ou d'une autre? Parce qu'il y a des Algériens, des usagers qui soupçonnent Algérie Télécom à des heures de pointe de contingenter l'accès, ou alors de faire comme ça vient de se passer au Maroc, hein, j'étais pas au fait de cette dernière évolution, de supprimer les OTT, Skyper, Viber et le financement de l'infrastructure. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par ce scénario? Pas au niveau de l'Algérie Télécom. Du moment qu'Algérie Télécom, actuellement, nous sommes, nous, opérateurs sur segment fixe. Donc, ce qui s'est passé dans l'exemple que vous avez cité, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les OTT, là, les over-the-top, ces opérateurs qui cannibalisent un petit peu les services des opérateurs, mais dans ce segment-là, dans ce point précis, c'est plus la voix qui a été attaquée par ces services-là. Donc ces services offrent quand même une solution de substitution à la téléphonie mobile. Et c'est vrai que ça touche les opérateurs, notamment les opérateurs mobiles. Par contre, en ce qui nous concerne... Évidemment, quand je vous parle de ça, vous êtes la maison mère de Mobilis, et donc vous êtes concerné. Nous pensons que maintenant, en termes de bande passante, là je répondrai pour dire que au niveau d'Algérie Télécom, des fois on constate des limitations, des étranglements au niveau de... Là, c'est des problèmes techniques sur le réseau. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quand même des extensions qui ont été faites, d'énormes extensions, pour pouvoir faire sortir ce besoin en bande passante sur l'international. Et là, il y a pratiquement toute la partie de la couche supérieure de réseau, la partie backbone. Bon, les supports, c'est de la fibre optique, mais après, vous avez de gros nœuds, c'est des routeurs qui routent ce trafic-là, qu'on a mis à niveau en 2015, donc nous avons augmenté nos capacités en bande passante au niveau, en transmission au niveau national. Par exemple, vous avez la bande nord, l'axe Oran-Annaba, donc on est à plus de 500-600 gigas entre Oran et Alger, on est à 1 terabit au niveau d'Alger vers Annaba. Maintenant, on va encore augmenter, sachant qu'on prépare une sortie internationale aussi à partir d'Oran. Donc, voilà, donc nous travaillons... On parle de sortie ou d'entrée, hein? Aujourd'hui, malheureusement, c'est de la sortie. Aujourd'hui, ce que nous constatons, voilà, c'est des requêtes, on fait des requêtes, après les flux, ils reviennent, on consomme plus que nous produisons en réalité. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on essaye d'inverser cette tendance-là et commencer à produire du contenu local. Déjà, on valorise un petit peu nos infrastructures et on contribue à créer cette... Monsieur, avant d'en arriver là, moi je voudrais profiter de votre présence pour que vous nous communiquiez un certain nombre de repères, disons, généraux, qui ne sont pas disponibles, disons, dans la presse nationale et qui ne sont pas relayés par les médias algériens. Votre programme d'investissement pour les prochaines années, c'est quoi et c'est quelle structure? C'est en montant, ça représente quoi? Et comment est-ce qu'il est réparti entre Internet, le câble, etc. Quels sont les montants d'investissement que vous prévoyez? Et quelle est la structure de ces investissements? Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année 2016, on a arrêté un plan d'investissement de 46 milliards de dinars. Très bien, ça fait là. Bon. Ouais. Bon, mais c'est clair que... En 2016, hein. En 2015, c'était combien? Non, ça c'est pour 2015, 46 milliards. Maintenant, ça sera beaucoup plus pour 2016. Mais c'est clair que tout notre business plan, maintenant, on va le revoir, dans la mesure où nous constatons cette fluctuation en termes de parité entre la monnaie nationale et sachant que tous les investissements que nous faisons, le gros des investissements, donc c'est des équipements qui ne sont pas fabriqués ici, c'est des équipements importés, donc on est obligé de revoir un petit peu la structure de ce business plan. Parce que le gros maintenant, comme je l'ai dit, c'est le développement de l'accès. Comment généraliser l'accès. Il y a un assainissement de tous les réseaux que nous avons dans les anciens réseaux qui étaient déployés à l'origine, qui sont des réseaux qui sont conçus pour de la téléphonie comme service de base, mais qui ne supportent plus aujourd'hui la data. C'est-à-dire même la DSL à l'origine, qui était conçue pour fonctionner sur ces réseaux-là, c'était de la DSL bas débit, ça peut aller jusqu'à 256, 512 kg.
voire 1 méga, mais pas plus. Aujourd'hui, la demande est de plus en plus importante avec les nouveaux services qui sont demandés, notamment les services multimédia et les contenus aujourd'hui de plus en plus. Ça veut dire que vous êtes obligé de remplacer On va remplacer le cuivre par la fibre optique. Par de la fibre optique ou par une autre catégorie de cuivre, dans la partie, je dirais, Dernier kilomètre l'accès, le dernier kilomètre, voire moins que le dernier. Enfin, les sections aussi, elles ne devront plus dépasser le kilomètre en cuivre. Là, on est en train d'aller beaucoup plus vers une architecture plus, je dirais, FTTX, c'est-à-dire fibre jusqu'à l'abonné. Là, on est en train de déployer des équipements, même dans certains endroits, des équipements dans l'immeuble. Donc, on est dans le FTTB. Il reste que le câble vertical qui est en cuivre. Donc là, pour pouvoir offrir des débits très importants. Vous en êtes où dans le renouvellement des réseaux Dans le renouvellement des réseaux, moi je dirais qu'on est à peu près à 50% au niveau 50%. du réseau d'accès. Donc il y a un assainissement dans tout le réseau d'accès. Les câbles de transport, parce qu'avant nous avions des centraux téléphoniques, de gros centraux téléphoniques, d'où partaient donc les gros câbles de transport, donc c'est d'immenses câbles, et chaque abonné avait sa paire de cuivre dans ce câble-là, des fois sur des distances qui peuvent atteindre les 4-5 km. Vous êtes à 50% Aujourd'hui, en longueur de réseau ou en abonnés? En accès. Donc maintenant ce que nous faisons, c'est qu'avec la technologie donc des nœuds d'accès multiservices, donc c'est une architecture distribuée. Donc les gros centraux téléphoniques sont aujourd'hui répartis sur le réseau. Donc on a des équipements actifs qui sont répartis dans le réseau. C'est des équipements de petite capacité et qu'on met le plus proche possible donc des abonnés et qu'on raccorde par fibre optique. Donc les gros câbles de cuivre qui nous causaient vraiment des soucis en termes de qualité, de maintenance et même des fois ils subissent des agressions, ils sont sujets à des vols, vu le coût du cuivre aujourd'hui sur le marché international. Donc ça nous engendrait beaucoup de désagréments aux clients et même à nous pour la maintenance. Monsieur Mohamed, est-ce que cette nouvelle architecture qui se rapproche un peu des standards, Oui. est-ce qu'elle va être accompagnée par une offre nouvelle de contenu? On pense notamment à la triple play, à la box à la maison qu'on attend depuis longtemps. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un horizon que vous pouvez nous proposer pour ce cette service? Cette année, j'espère que, je dirais, avant la fin de ce premier semestre, voire bien avant, on aura déjà une offre de contenu, de vidéos à la demande. Et nous travaillons aussi pour... Avant la fin de l'année, une offre VOD? Ah oui, pas avant la fin, j'ai dit avant la fin du premier semestre, voire bien avant. Je voulais vous donner de la marge. Nous sommes très avancés sur ça. Et vous avez des partenaires? Nous travaillons maintenant avec des partenaires nationaux. Nous avons commencé par exemple avec la télévision nationale qui possède quand même un catalogue important. Un catalogue important. Donc, nous allons commencer par mettre ça en ligne. Bien sûr, on utilisera les mêmes modèles économiques. Il y aura du contenu gratuit, du contenu payant avec bien sûr les fournisseurs. Et on est en discussion avec les fournisseurs étrangers pour le contenu international. Alors le contenu payant, comment vous comptez le faire payer? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore parmi vos 400 000 abonnés à 4G LTE, une très grande majorité qui va se déplacer à votre agence commerciale pour payer la facture, acheter un ticket et pouvoir introduire un nouvel abonnement. Comment on va acheter du contenu à Jay Telecom sur une box qui arriverait chez nous, sans se déplacer pour rentrer un peu dans la e-économie? Les solutions techniques existent. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons par exemple pour le paiement, on a une convention avec Algérie Post. Nous utilisons Algérie Post, les clients qui ont un compte CCP, ils peuvent aujourd'hui payer leurs factures à partir de leur compte de leur domicile. Donc on peut imaginer demain un compte que le client pourra approvisionner en crédit. Après, il va consommer de ce compte en fonction de la consommation. Donc les solutions techniques existent. Donc ce n'est pas un problème par rapport à ça. Donc par contre, c'est le contenu, trouver le bon contenu, garantir une qualité de service, c'est plus important pour nous aujourd'hui, améliorer la qualité de service. Et c'est pour ça que nous insistons sur l'assainissement du réseau, notamment dans les grandes zones urbaines, nous avons beaucoup d'anciens réseaux qu'il faut assainir, et bien sûr étendre ce réseau pour permettre... Alors sur la qualité de service et le suivi, je vous posais une question qui vient d'arriver via Twitter, et aussi par Internet, par mail, parce qu'elle est trop longue pour 140 signes.
Alors, c'est un administrateur c'est un directeur de communication qui vous dit nous avons un site hébergé chez Jawab, on veut créer des mails personnalisés pour nos cadres. Cela fait 3 mois que Jawab nous fait courir sans résultat. Comment avoir de grands projets quand un truc aussi primaire ne peut être résolu? Oui, c'est une des comptes personnalisés sur un site hébergé chez Jawab. Je vais voir, c'est pas normal. C'est tout ce que je peux vous dire et je prendrai la question et il aura sa réponse aujourd'hui. Alors il ajoute, on va probablement aller chez un autre hébergeur, mais j'imagine que vous proposez le domaine .dz et que si c'est une administration publique, elle doit rester sur le domaine .dz. Il y a un souci, parce que l'administration du domaine .dz ne relève pas d'Algérie Télécom. Là, il y a le CERIST, et c'est vrai que sur le plan administratif, c'est assez lourd pour le domaine .dz. Maintenant, pour le reste, sur le plan technique, nous n'avons aucune contrainte ni problème par rapport à le fait de créer des adresses ou héberger, ou au contraire, nous offrons aujourd'hui, nous avons des offres d'hébergement à des tarifs intéressants et sécurisés, donc je ne vois pas le... Monsieur Mable, essayons d'être optimiste, pour revenir à une question qu'affectionne un petit peu Hassan Hadouj. Est-ce que vous avez une visibilité sur le chiffre d'affaires, la part du chiffre d'affaires que vous allez faire dans l'avenir dans l'achat de contenu numérique chez vous? Parce que ce serait ça, la nouvelle évolution. On est passé de la voix à la consommation de data à l'international, mais c'est de la data à l'international. Aujourd'hui, vous préconisez de produire des contenus et de fixer des contenus en Algérie. Investissement dans les data centers, peut-être que vous allez nous en dire un mot. Est-ce que vous avez une projection, une ambition de ce point de vue, en termes de chiffre d'affaires dans l'avenir? À part le catalogue de télévision, d'Algérie Télévision. Ben, difficile de répondre à une question pareille, hein, mais moi je vous le dis, aujourd'hui, tous les opérateurs qu'on a vus dans le monde, ils se positionnent tous sur le contenu, la production du contenu et des services à valeur ajoutée, parce que déjà pour contrecarrer un petit peu l'effet des OTT, et aussi pour rentabiliser leurs infrastructures. Maintenant, tout dépend du marché, de la maturité du marché aussi. Là aussi, il faudrait éduquer un petit peu le marché. Il faudrait que les gens comprennent que maintenant un contenu, c'est une production intellectuelle et aussi la notion de la propriété intellectuelle aussi. Et après, créer cet environnement, je dirais, ce cercle vertueux qui fera que on pourra encourager même la production nationale. Et c'est l'objet de ce qui nous intéresse, c'est de produire du contenu national. Et le potentiel existe. Il n'y a qu'à voir par exemple ce qui se fait sur YouTube par des jeunes, on voit que... Sur votre store, est-ce que vous avez des fournisseurs de contenu nationaux? Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le seul avec qui... Je vais vous poser la question franchement. Est-ce que le problème, c'est pas le fait que ces producteurs de contenu nationaux sont des privés qui ont un statut un peu pas clair encore par rapport, je pense à Watkins.com, je pense ou à la presse électronique dont nous sommes, ou à Radio M exemple, etc. C'est pas ça le problème. Nous n'avons pas cette problématique aujourd'hui, au contraire, nous, ce que nous voulons, c'est, comme je l'ai dit, créer ce cercle vertueux national, et nous ne faisons pas de différence entre privé, public. Nous ne sommes qu'un véhicule. Maintenant, tout dépendra, je dirais, des orientations stratégiques. Est-ce qu'on va devenir comme certains opérateurs voyons par exemple certains opérateurs qui étaient, ils ont commencé, il y a un opérateur qui fait de la SVOD qui vient d'ouvrir son service récemment sur beaucoup de pays, dans le nôtre. À l'origine, c'était une entreprise qui louait des films, des cassettes vidéo avec des distributeurs de vidéos. Après, il est passé à une technologie, maintenant il se positionne comme producteur de films. Puisqu'il produit des films. On parle peut-être de Netflix. On est sur Radio M, on peut citer les marques. Je voudrais poursuivre un petit peu, terminer en termes financiers, à propos de votre stratégie, votre business plan. Donc vous nous avez annoncé des investissements de l'ordre de 450 millions 45 milliards. On avait arrêté un investissement, c'est-à-dire un plan d'investissement de 46 milliards sur 2015. Et 2016, ce sera beaucoup plus que ça. Beaucoup? Oui. Surtout que par rapport, je dirais, au volume, et avec la dévaluation, c'est sûr que pour respecter les mêmes
je dirais, les mêmes objectifs, il faudra Vous avez dit, mobiliser le gros, beaucoup donc, plus. le gros, ce sera l'accès. Le gros, ce sera le réseau d'accès. Aujourd'hui, notre plan d'investissement, c'est le réseau d'accès, Oui. assainissement et extension du réseau d'accès. Maintenant, nous avons aussi prévu de réaliser, dans le cadre du projet de réalisation d'une sortie internationale à partir d'Oran pour sécuriser notre trafic international. Est-ce que vous allez respecter votre délai de livraison programmé Oui, à la fin du premier semestre? au contraire. Voilà. Donc, il y a la sortie internationale donc, qui était prévue à l'origine, donc Oran sur Valence, et nous prévoyons aussi de réaliser une bretelle sur Alger aussi. Donc, on aura une troisième sortie qui sécurisera totalement le trafic international. Le seul souci, bien sûr, c'est s'agissant d'un câble La international. bretelle sur Alger, c'est Maroc-Alger ou c'est Non, Valence, Oran, Alger? On aura Oran-Valence avec Alger-Valence aussi. Donc c'est le même câble, la même sortie qui va venir de Valence et qui sera donc avec une bifurcation. C'est nouveau, ça. On a décidé vous l'avez ajouté dans les cahiers des charges. de le rajouter parce que Vous n'avez pas encore sélectionné votre partenaire? Si, c'est le même. C'est un appel d'offres qui a été fait, donc un fournisseur a été sélectionné. Parce que le souci que nous avons sur Palma de Majorque, c'est qu'avec là-bas, c'est pratiquement une impasse, puisqu'on aboutit chez l'opérateur espagnol Telefónica qui impose des tarifs assez élevés, et même technologiquement, la liaison ne peut pas aller au-delà de la capacité que nous avons actuellement. Et ça coûte combien, ça ces projets-là sur Alger-Valence, Oran-Valence? Généralement, les prix des liaisons au niveau par rapport à notre pays vers la France, c'est de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros, les liaisons sous-marines. Donc c'est cet ordre-là, tout dépendra par la suite, bien sûr, de la capacité, de la distance. Mais c'est un petit peu l'ordre de grandeur de des coûts de ces liaisons. C'est 30 millions d'euros pour Alger-Valence et Oran-Valence ou pour l'ensemble? Pour l'ensemble, je pense que ça va tourner autour de peut-être 35 à 40, pas plus. D'accord. Ça, c'est à réaliser en 2016, ça, c'est le procédure. 2016, peut-être mi-2017, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, vous aboutissez, donc vous réalisez un support sur un autre pays, donc vous entrez dans les eaux territoriales d'un autre pays, donc il y a tout un tas d'autorisations qu'il faudrait avoir. Donc ça demande du temps et c'est ce qui peut un petit peu. On peut rappeler l'échéance pour Oran-Valence, Oran-Alger? Oran-Valence, c'était début 2017 normalement. D'accord. Monsieur Mehmet, il nous reste beaucoup moins de 10 minutes dans cet entretien passionnant. Nous allons essayer de parler un peu d'avenir. Ben oui. Voilà. Est-ce que Algérie Télécom réfléchit à une stratégie de convergence fixe-mobile, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est un peu la tendance internationale. Vous êtes toujours lié à Mobilis, vous êtes opérateur de 4G LTE, donc vous êtes venu un peu sur un segment qui était supposé être l'apanage de la téléphonie mobile. D'ailleurs, la 4G mobile devrait arriver d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous êtes pour cette évolution de la convergence, finalement, opérateur unique qui fait fixe et mobile? Enfin, je dirais là, c'est les modèles ou les tendances mondiales. Donc, ce que nous voyons, c'est que c'est des opérateurs intégrés, c'est des opérateurs convergents. Mais là encore, ça dépend de la maturité des marchés et de la maturité des licences de tous les opérateurs. Nous, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une activité mobile avec une activité fixe qui est séparée, bon, parce qu'aujourd'hui, nous avons des opérateurs exclusivement mobiles aussi. Là aussi, tout dépendra de la possibilité, est-ce qu'on pourra passer à des licences globales pour les opérateurs mobiles? Parce que là, on peut parler aussi du dégroupage tel qu'il était conçu ou imaginé auparavant, comme je l'ai dit, les architectures de réseau, et nous avions des points de concentration, des répartiteurs, d'où partait la boucle locale, et qu'il était possible de faire cohabiter plusieurs opérateurs en partageant la boucle locale. Sauf qu'aujourd'hui, l'architecture, avec l'évolution de la technologie, a complètement changé. Cette boucle locale telle qu'on l'a concevue auparavant n'existe plus. Aujourd'hui, pour être clair vis-à-vis de nos auditeurs, aujourd'hui, si on veut permettre à Jay-Z et à Ooredoo de faire comme Mobilis, éventuellement Mobilis opérateur unique avec Algérie Télécom, une nouvelle marque qui peut apparaître, ils n'auraient plus besoin de démarger à la boucle locale d'Algérie Télécom. Il y a un autre chemin technique pour qu'ils deviennent licence unique. Ça sera difficile pour la simple raison que je n'envisage pas que chaque opérateur posera son câble ou son support physique jusqu'à l'abonné.
C'est contre-productif d'ailleurs. C'est contre-productif, c'est anti-économique et autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même le modèle du dégroupage doit être complètement revu. C'est ça. Ce ne sera plus un modèle de dégroupage de l'infrastructure, en elle-même, d'un support physique. Par contre, ce sera un dégroupage au niveau peut-être des services. Alors je vous pose tout de suite une question. Il y a eu un projet de loi qu'avait introduit M. Boussam Hamadi avant qu'il parte de son poste de ministre, qui n'a pas pu être traité par l'Assemblée nationale. Est-ce que la façon dont la question du dégroupage a été amenée dans ce projet de loi, aujourd'hui, tient toujours ou est-ce qu'elle est dépassée? Non, je pense que... Du point de vue du législateur. Hein. Oui, maintenant, on imagine les projets de loi par rapport à un état des lieux. Par rapport à un état des lieux, un état de l'art, par rapport à la technologie. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, nous activons dans un secteur qui évolue très vite en termes de, je dirais, de technologie, même en termes d'usage, qui impose aux opérateurs, et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, c'était les opérateurs qui imprimaient un petit peu la cadence, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai vu, il y a Madame la ministre qui a participé à un débat ou une mission, elle a dit que l'interdiction des OTT aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. Mais il est clair que le débat est posé, de l'impact des OTT, il est posé à l'échelle internationale. Il y a des opérateurs, il y a récemment eu un congrès de l'UIT au niveau en Côte d'Ivoire, où nous sommes membres de l'Union internationale des télécoms, donc il y a des représentants qui sont partis. Ils ont vu l'impact de certaines de ces OTT, par exemple, sur certains opérateurs d'Afrique. C'est vraiment c'est une cannibalisation en termes de revenus. Donc là, le débat est posé, je vous l'ai dit, à l'échelle d'organisations internationales, telle l'UIT, sur l'impact de ces OTT, sur le modèle économique, parce que maintenant, on va s'attaquer juste à la viabilité de ces réseaux-là, sachant que ces OTT n'interviennent aucunement dans les investissements. Et là, on se dit maintenant, est-ce qu'il ne faut pas réglementer, est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen de faire participer d'une manière ou d'une autre ces OTT à ces investissements-là, ou bien c'est l'interdiction, mais à notre niveau, chez nous, en Algérie aujourd'hui, la question n'est pas posée. On est en train de suivre un petit peu le débat. Mais c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Quelle est votre philosophie en matière de partenariat international? Vous êtes quand même, vous, contrairement, disons, à beaucoup d'opérateurs, même des pays voisins, hein, vous êtes dans une situation de monopole, ou encore, disons, en tout cas pour le téléphone fixe. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des objectifs en matière de développement, ou des idées en matière de développement, des options que vous envisagez en matière de développement du partenariat international? Ben, nous sommes en train de réfléchir, bon, sachant que nous avons eu beaucoup à faire sur le marché national déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, on a accusé un très grand retard du fait de la décennie des années 90, où nous n'avons pas pu nous restructurer tel que ça s'est fait un peu par le monde. Nous avons eu un très grand déficit en termes d'investissement au niveau des infrastructures. Donc nous sommes en train de rattraper ce retard-là, donc nous avons tout mis sur, je dirais, ce chantier-là qui est immense, vu l'étendue, comme je l'ai dit, du territoire aujourd'hui. Nous avons fait poser plus de 70 000 km de câbles à fibre optique sur le réseau de transport, c'est énorme, mais c'est insuffisant aussi. C'est largement insuffisant. Nous sommes, non, j'ai dit 50%, nous sommes au niveau du réseau d'accès. Donc, et là encore, nous sommes à une cadence de pose de 10 000 km an. Si on pouvait augmenter cette cadence-là, on le ferait aussi. Donc, actuellement, nous sommes focalisés sur le marché intérieur. Maintenant, s'il y a des opportunités, bien sûr, au niveau régional, parce que de par nos positions, nous avons vocation quand même. Ce serait quoi les opportunités? Ben, il y a quand même le marché africain. Avec les projets qu'il y a un projet de câble entre Alger et Abuja. Il y a, au niveau régional, nous avons une position qui pourrait nous permettre d'être quand même un nœud d'accès aussi, que ce soit au niveau de l'échange Internet et autres. Il suffit qu'on développe maintenant ces accès vers les pays voisins et pourquoi pas aussi s'associer avec, s'il y a des opportunités aussi avec certains opérateurs et s'ouvrir un petit peu sur l'international. Alors ça c'est un peu le modèle que propose Umbelcom au FNI à l'Algérie, dans l'association d'Algésie, aller ensemble en Afrique
Vous pensez qu'il vous faut un partenaire à l'international pour le faire avec quelqu'un. Vous n'avez pas encore, vous n'en êtes pas à ce stade. Pas à ce stade. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est nous consolider sur le marché national, résorber un petit peu le déficit que nous avons, que ce soit en termes d'accès et de qualité. Nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de service, que ce soit la qualité de service au niveau de nos points d'accueil, au niveau commercial, mais aussi pour la maintenance. Nous sommes en train de restructurer toute notre organisation en termes de service après-vente. Là, c'est important. Et je pense que c'est aujourd'hui l'impératif. Bien sûr, en parallèle, nous voyons un petit peu ce qui se passe autour de nous, et s'il y a des opportunités, pourquoi pas nous positionner. Justement, monsieur Van, moi, ce qui m'a frappé, disons, lors de votre prise de fonction il y a quelques années, c'est que vous avez quand même tenu un langage très ferme, disons. Ça a frappé d'ailleurs, je pense, beaucoup les usagers. C'est que, bon, vous avez parlé clairement, disons, des défaillances en matière de qualité de service, du comportement, etc., disons, en particulier en matière commerciale du personnel. D'abord, comment est-ce que ça a été perçu dans l'entreprise, ça? Est-ce que vous avez eu de bons échos? Ou est-ce que ça a été rejeté par les gens? Et puis, est-ce que vous mesurez aujourd'hui les résultats? Est-ce que vous mesurez? Oui, il y a quand même le résultat, il est là. Nous sommes une entreprise d'abord commerciale. Il faut qu'on ait cette attitude-là vis-à-vis de nos clients. Je dis bien, nous n'avons pas des usagers, mais des clients qu'il faut respecter. C'est des clients qu'il faut écouter. Moi, je ne vais pas contredire un client qui n'est pas satisfait. Je pense que s'il était satisfait, on n'entendrait pas parler de lui. Donc, s'il est là, s'il se plaint, c'est qu'il y a un souci, un réel souci. Et ce travail-là commence à prendre, même au niveau de l'entreprise. Comme je l'ai dit, nous avons une histoire, nous avons un historique d'administration publique. C'est difficile de changer les habitudes. Je dis toujours, nous sommes des Algériens, on se connaît. Donc, vous prenez la même personne, tout dépend de quel côté du comptoir il se trouve. Vous lui changez de côté, il change complètement. Donc, mais il y a un travail, je dis, il faut se dire les vérités. Nous avons des invités comme vous, monsieur Mahmoud, qui sont passés ici, qui sont devenus ministres, et nous nous sommes rendus compte qu'ils sont devenus ministres dans les 2 mois qui ont suivi. On s'est rendu compte que c'était plus tout à fait les mêmes personnes. Donc vous parlez du comptoir, selon le côté où on se tient, oui, c'est pas pareil. Mais je pense que ça, c'est une culture qu'on devrait généraliser dans tous les secteurs, hein, pas que Algérie Télécom. La culture, la notion du service, c'est vrai que nous n'avons pas développé ça chez nous. Je pense que les choses quand même s'améliorent, changent avec de l'éducation, de la pédagogie, de la discipline aussi. De la formation Beaucoup de formation. Beaucoup de formation. Il faut beaucoup de formation pour inculquer ces principes, ces valeurs. Et moi je dis la réussite c'est le travail, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Voilà. Monsieur Azou Mahmel, PDG de Algérie Télécom, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Je vous remercie et j'espère avoir répondu à vos questions. Je remercie les auditeurs et bon, c'est vrai que je le fais toujours, je m'excuse toujours pour les défaillances, pour les désagréments qu'on leur pose. Il faut qu'ils sachent que nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer la situation. Je remercie aussi les travailleurs qui font beaucoup. Voilà, ils font beaucoup d'efforts et j'espère que les choses vont s'améliorer. Nous l'espérons tous, monsieur Mahmel. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.